Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, je me suis penché sur ce problème de la manipulation et on n'en sort pas indemne. Donc, je commence par expliquer que je suis parti du terme de manipulation, mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il fallait élargir ce terme, puisqu'il y a beaucoup de termes qui sont voisins, qui ne sont pas exactement tout à fait la même chose, mais qui sont quand même assez synonymes, comme l'influence, la persuasion, la propagande. Alors propagande, maintenant, c'est un peu mal vu, donc on parle plutôt de communication, mais communication, ça correspond à propagande. La séduction aussi, on a parlé tout à l'heure un peu incidemment, les enfants sont des grands séducteurs. Ça peut être aussi la suggestion ou la soumission. Donc en fait, comme l'a dit tout à l'heure André, la manipulation frappe absolument tous les domaines. On pense au commerce, bien sûr, avec la publicité, et puis maintenant, ce phénomène des influenceurs sur le net qui vous vendent tout ce qu'ils veulent. Bien sûr, ça frappe aussi la politique, avec donc ce qu'il est convenu d'appeler la propagande, et on verra pourquoi. Mais là, comme on l'a dit aussi, la santé, les connaissances, si on est un bon prof, c'est qu'on est un bon manipulateur, puisqu'il faut absolument que les étudiants ou les élèves changent leur représentation. Et pour qu'ils acceptent de sortir de leur vieille représentation, il faut les manipuler quelque part. L'information, bon, tout le monde le sait aussi, l'information, la religion, le sexe, finalement la manipulation, elle est partout. Donc de même, tous les médias vont être utilisés pour la manipulation, donc la parole, les écrits, les images, la télévision, le cinéma, de façon générale tous les arts, la presse bien sûr, Internet et actuellement beaucoup les réseaux sociaux. Alors c'est pas nouveau, comme l'a dit aussi André, ça a toujours existé depuis l'Antiquité, mais justement ce que demandait Denis, les moyens numériques actuels développent grandement cette manipulation en offrant beaucoup de choses, et bien sûr à l'insu de notre plein gré. Tout le monde dit la manipulation, si elle est efficace, c'est qu'on s'en aperçoit pas. Donc comme le dit Lutz Cenk, la manipulation est constitutive de notre existence. On ne peut pas être en dehors de la manipulation. Ça en fait grandement partie. Donc, alors, tu voulais une définition. Qu'est-ce que c'est que la manipulation? Bien, ça vise à influencer ou à contrôler les pensées, ce qu'on a dans la tête, mais aussi nos émotions, bien entendu, et en conséquence le comportement. Dès qu'on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, on va se lancer dans une opération de manipulation. Et donc j'ai trouvé une citation de Machiavel qui est très éclairante. Machiavel dit « Gouverner, c'est faire croire ». Donc j'ai cherché qui s'était intéressé à la question et je suis tombé sur Gustave Le Bon. Et vous voyez que c'est pas très récent, puisqu'il est né en 1841. Et il a été un des premiers à voir à s'intéresser, disons, à la psychologie des foules, d'une part, et à voir le caractère manipulable de ces dernières. Donc, quand on voit ce qui se passe, que ce soit d'un côté ou de l'autre, derrière, il y a forcément une manipulation. Même si les gens, bien sûr, n'ont pas l'impression d'être manipulés. Après, j'ai trouvé donc un livre qui est intéressant, je vous le recommande, c'est David Colomb, qui est professeur d'histoire à Sciences Po Paris, et qui a travaillé justement sur cette question. Et donc, il a fait une liste des principaux manipulateurs, j'allais dire professionnels, notamment Edward Bernays. Moi, j'en parlais dans mes cours parce que il avait expliqué que si les Américains, les États-Unis étaient entrés en guerre à la Seconde Guerre mondiale, suite à Pearl Harbor, c'est qu'il y avait une manipulation derrière. Ils savaient pertinemment que les Japonais allaient
s'attaquer à cette base et ils n'ont rien fait de façon à faire basculer l'opinion publique. Mais ça a été vrai aussi pour l'entrée en guerre en 14, enfin, de la part des États-Unis. Donc il y a tout un tas de choses que l'on doit à ce Bernays. Il faut dire qu'il était le double neveu de Sigmund Freud. Et donc il s'était intéressé aussi à la psychanalyse. Et donc j'ai mis entre parenthèses les torches de la liberté. En fait, ça veut dire qu'il a réussi à faire en sorte que les femmes fument, ce qui était très mal, dans la rue, ce qui était très mal vu, car il y avait que les prostituées qui faisaient cela. Et donc pour ça, il a expliqué que ces cigarettes, c'était des torches de la liberté, autrement dit, c'était une libération pour elles de fumer. Et on sait que la consommation de tabac féminine a grandement augmenté depuis. Donc Albert Lasker aussi, bon, la majorité ce sont des États-Unis, Ivy Lee, bon, Walt Disney aussi, là aussi ça paraît très très beau, c'est des jolis contes, etc. Mais quelque part ça conforte une certaine représentation du monde, et donc ça manipule. Il y a aussi David Ogilvy qui lui a développé le concept de publicité persuasive. Donc Karl Rove, il a travaillé surtout sur l'élection des présidents. Richard Thaler aussi a développé le concept de nudge, qui signifie le coup de pouce en fait. Ça veut dire que plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, on peut les y pousser gentiment, doucement. Fogg, alors Mark Zuckerberg, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont un des moyens actuellement de persuasion. On va voir comment. Ailes, Steve Bannon, etc. Donc ils sont nombreux, la liste là n'est pas exhaustive, mais on va voir que ce sont des véritables professionnels. Donc justement, là l'économiste ressort, pour moi, pourquoi est-ce qu'on cherche à manipuler? Eh bien parce qu'on est confrontés tous à la rareté économique, on manque de ressources, et donc le moyen de lutter contre la rareté, c'est de repousser la rareté sur les autres et d'essayer d'attirer les ressources à soi. Et donc pour ça, il faut bien sûr manipuler. Seulement voilà, les ressources, elles sont en général, enfin elles sont pas que, mais elles sont souvent réelles. Et pour arriver à prendre le réel aux autres, c'est pas si simple. Donc le plus simple, c'est de manipuler les représentations, qui sont bien sûr immatérielles. Donc si on modifie les représentations des autres, c'est ça la manipulation, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et donc Friedrich Nietzsche, c'est un de mes grands favoris, a dénoncé les fameuses idoles au pied d'argile qui proposent des paradis tant sur terre qu'aux cieux, qui sont synonymes d'abondance. Donc là, un des ressorts de la manipulation, c'est ça, c'est proposer du paradis aux gens. Alors c'est aussi, c'est pas que qu'économique, il y a aussi une nécessité sociologique. Si on veut vivre ensemble, il faut être rassemblés. Et c'est pour ça que la manipulation, on pense souvent qu'elle n'a lieu que dans les dictatures, mais elles sont aussi présentes dans les démocraties, bien entendu. Pour rassembler la population, il faut la persuader autour d'une pensée unique, il faut former cette pensée unique. Il faut obtenir un consentement et on l'obtient par l'adhésion dans les démocraties et par la contrainte, la terreur dans les dictatures. Donc on va essayer de rassembler les gens à l'intérieur de la population et puis on va essayer au contraire de jeter la discorde et le doute sur l'extérieur. Ça fait partie des raisons d'être de la manipulation. Donc cette fabrique de l'opinion publique, elle a intéressé aussi Jacques Ellul, le sociologue. Elle représente aujourd'hui de véritables, c'est pas une, mais de véritables industries. Il ne faut pas croire que c'est ça, dans un coin il y a des gens qui complotent, etc., qui vont essayer de manipuler les autres. Non, non, ce sont des organisations, des structures qui ont de l'argent, qui comment dirais-je, qui ont des plans, etc. Donc il s'agit de créer, comme dit le marxiste Antonio Gramsci,
italien, une hégémonie culturelle, parce qu'on s'aperçoit, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on veut vraiment rassembler la population, il faut lui donner une culture dominante. Ça correspond aussi à ce qu'on appelle le soft power chez Joseph Nye. Le soft power, c'est-à-dire l'action douce. Les gouvernements, les dirigeants n'ont pas, ou ceux qui veulent manipuler, ne cherchent pas toujours la force. Ils cherchent aussi un moyen pour mieux faire passer, bien sûr, leurs actions. Et on retombe aussi sur un de mes favoris, le livre de Berger et Luckmann, La réalité est une construction sociale. On a l'impression que la réalité, elle est ce qu'elle est. Non, il y a une construction, une édification de ce qu'est la réalité. Et donc, dans cette réalité apparaissent aussi, bien sûr, des manipulations. Donc, on s'aperçoit aussi que la manipulation, aujourd'hui, utilise pratiquement toutes les sciences. Dès que les sciences découvrent quelque chose, c'est très rapidement mis en œuvre. Donc, la répétition, par exemple, on va rabâcher, c'est ce que font tous les enseignants, il faut rabâcher si on veut que ça passe. Les statistiques aussi, on va étudier ce qui se fait, quels sont les résultats des actions menées, on étudie et on peaufine. Et surtout, donc, comme je l'ai déjà dit, la psychologie. Et donc, Lutz Jank dit que 90 à 95% de l'activité de notre cerveau est inconsciente. Ça rejoint quelqu'un que je citerai tout à l'heure, David Kahneman, qui parle de deux systèmes, système 1, système 2, un système de pilotage automatique, c'est un peu ça, et un système un peu plus rationnel. Donc les émotions en particulier sont souvent sollicitées parce que c'est ce qui permet de déclencher le fameux cycle de la récompense, la dopamine, qui après s'autogère. Et bien sûr, on va le voir, c'est un des gros outils utiliser l'émotion contre la raison. Alors bien sûr, on revient aussi, encore une fois, au big data. C'est le big data que Karl Polanyi appelle les marchandises fictionnelles. C'est des données immatérielles, mais qui sont aujourd'hui l'objet de beaucoup d'enjeux. Ce qui a fait dire à Shoshana Zuboff, qu'il a fait parler de capitalisme de surveillance. On est surveillé, ça veut dire que tout est enregistré, tous nos comportements, à travers tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, les Google et compagnie. Tout ça, ça donne de la matière, une matière qui vaut cher. Oui. C'est comme ça qu'il se développe. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle participe aussi au tracking, au micro-ciblage. On essaye de voir tout ce que vous faites. On va cibler aussi qui doit être intéressé par telle ou telle publicité, et ainsi de suite, par telle manipulation, qui conduit à ce que Michel Maffezoli pourrait appeler un tribalisme numérique. Alors lui, il parle de tribalisme, on peut rajouter numérique. Alors là, je vais peut-être vous le lire, si j'arrive à le lire moi-même. Les techniques de manipulation, alors voilà, il y en a énormément. Le premier, c'est divertir le peuple. Donc, les fameux pains et les jeux, c'est vieux. Créer le problème pour offrir des solutions. On va pointer du doigt un problème de façon à ce que les gens attendent la solution. Ensuite, avancer pas à pas. On va pas imposer les choses tout de suite parce que sinon ça passerait pas, mais on va faire un petit pas, puis un petit pas et un petit pas. Vous pouvez décider aujourd'hui et appliquer demain, on va rendre quelque chose et puis on le mettra en œuvre que beaucoup plus tard, donc de ce fait ça passe. C'est du macronisme. Oui, oui. Quelque part, vous avez fait des exemples tous les jours, partout d'ailleurs, pas qu'avec Macron. Oui. Parler comme à des enfants aussi, donc infantiliser, ça c'est clair. Parce que si on parle aux gens comme à des enfants, on s'aperçoit qu'ils deviennent enfants. Ensuite, jouer avec les émotions plutôt que la raison, bon ça je l'ai déjà dit. Maintenir le peuple dans l'ignorance,
là aussi, hein, moins il enseigne, mieux il se porte, et plus ils sont faciles à gérer. Ensuite, encourager la médiocrité aussi, hein, c'est tout ce qu'on appelle le populisme, hein, il faut entraîner les gens vers des choses, des idées simples, etc. Faire culpabiliser, bon, là aussi c'est clair, hein, on mange trop, on grossit, ça creuse le trou de la sécu. Cacher les informations, bon, taire l'information, hein, ça, tout le monde sait que dans une entreprise, hein, chacun essaye de ne pas donner les informations aux autres, comme ça il garde un certain pouvoir. Le pouvoir il est dans cette justement rétention d'informations. Utiliser la peur, hein, là aussi, hein, attention. C'est ce qu'a fait tout à l'heure Anne-Gaëlle. Hein. Dès qu'on fait peur, on manipule. Utiliser les témoignages, hein, c'est bien aussi de dire « Ah tiens, un tel a fait ça, regardez ». Bon, faire croire que c'est majoritaire, oui, faire croire qu'une idée est majoritaire, que tout le monde pense comme ça, donc automatiquement, ceux qui pensent autrement vont ensuite essayer de se ramener à l'idée des autres. Bien, j'espère que oui, vous pouvez le voir mieux que moi, donc je vous laisse découvrir la suite. Hein, mais vous voyez, les procédés sont simples, hein, et ils tournent tous autour de la même idée, on va y revenir un peu plus tard. Alors là, c'était des techniques de manipulation de masse, mais il y a aussi des techniques de manipulation individuelle. Et en fait, ça ressemble beaucoup, hein, recourir au chantage émotionnel, faire culpabiliser l'autre, on l'a dit, menacer, intimider, jouer avec les insécurités de l'autre, encore la peur, hein, vous voyez, c'est renier l'existence de l'autre, hein, nier son existence, être ambivalent sur ses attentes, hein, établir un certain flou, le pouvoir dans les zones d'incertitude. Donc séduire par des compliments excessifs, flatter, hein, le corbeau et le renard, hein, etc. Utiliser la projection mentale, ainsi de suite. Vous voyez que les techniques ne sont pas très différentes, hein, quand elles sont appliquées à une personne ou quand elles sont appliquées à des personnes. Hop là. Le gaslighting, alors on est tombé sur le gaslighting. Gaslighting, c'est... On avait une traduction, c'est lampe à gaz, enfin, ou éclairage au gaz. Ah, technique d'éclairage au gaz. Mais... Non, là, il s'agit en fait de dire à l'autre t'es nul, tu sais rien faire, t'es bon à rien. C'est arriver à discréditer l'autre de façon à ce qu'il doute de lui, qu'il n'ait plus confiance en lui-même. Mais ça fait le titre d'un film. Peut-être, Gaslight, possible. Alors, je dis ensuite qu'on n'est pas tous des pervers narcissiques, hein, qui sont les formes extrêmes de manipulateurs, mais nous sommes tous en fait manipulateurs et tous manipulés. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les pervers qui soient comme ça. Donc la manipulation la multiplication des fake news ou du complotisme, comme on dit aujourd'hui, plutôt que parler de rumeurs, hein, la rumeur dont on avait parlé, de la fin du monde, hein, les légendes urbaines, on a vu qu'arrache, oui, mène en fait à des vérités alternatives et jette le trouble. Aujourd'hui, on ne sait plus, et ça mène à ce que l'on appelle aujourd'hui la post-vérité. La post-vérité, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'a plus confiance dans... ça vient du fait qu'on n'a plus confiance dans les médias traditionnels, hein, on nous raconte n'importe quoi, on nous ment, on nous manipule, ou dans l'éclatement des idéologies, on n'a plus une idéologie à laquelle on peut se rattacher, avant l'idéologie chrétienne, l'idéologie marxiste, tout ce qu'on voudra. Aujourd'hui, il y a un flou absolu. Et donc, on ne sait plus distinguer ce qui est vrai et faux. Il y a des scientifiques qui disent quelque chose, d'autres qui disent le contraire. Lequel a raison, on ne sait plus. C'est pour ça que le complotisme aussi se développe facilement, hein, parce qu'on n'a pas tellement les moyens de se faire une opinion objective. Alors il se crée aussi ce que j'appelle des bulles cognitives, hein, parce qu'on parle souvent des bulles spéculatives, hein, et tout le monde pointe du doigt les bulles spéculatives, mais le plus grave, à mon sens aujourd'hui, ce sont plutôt ces bulles cognitives, c'est-à-dire ces ensembles de représentations qui constituent une sorte de pollution intellectuelle,
mais dont personne ne se rend compte et que personne ne cherche à éliminer, sauf peut-être Grégory Bateson, hein, qui avait fait vers une écologie de l'esprit. Les écologistes s'intéressent à l'air, à l'eau, etc., mais ils devraient s'intéresser à l'esprit humain. Donc c'est un phénomène complexe parce qu'en fait la manipulation présente des côtés négatifs mais aussi des côtés positifs. Comme je disais tout à l'heure, si on veut être bien instruit, il faut se laisser manipuler par ses enseignants. À tel point que souvent les manipulés sont demandeurs de manipulation. Aujourd'hui, qui est-ce qui ne cherche pas justement à voir ce que propose tel influenceur, qu'est-ce qui ne veut pas un coach de sportif ou de toutes sortes, ou même pour élever les enfants, qui est-ce qui ne cherche pas aussi un père spirituel, dont vous allez nous parler tout à l'heure. Il y a une demande, c'est clair. Alors pour prendre un peu de recul, comme d'habitude, moi je me penche vers l'épistémologie, parce que c'est ce qui permet de comprendre le dessous des choses. Donc je vous rappelle ce qu'a dit Jacques Ardoineau, l'épistémologie, c'est l'étude critique des conditions de production et de validité des connaissances. Le problème est là, quelles sont les connaissances valides et celles qui ne le sont pas? Parce que, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle une coupure épistémologique, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le réel, ce qu'on appelle le réel, c'est ce qui est indépendamment justement de ce que l'on a dans sa tête, comme dirait Kant. Donc il y a le réel d'un côté, les représentations de l'autre. Et ça fait que, qui peut dire que lui, il est plus proche du réel qu'une autre? Personne. D'où cette post-vérité. Alors Jean Bullier le dit, nous vivons dans un monde d'images qui n'est en fait qu'une interprétation de la réalité, entièrement fabriquée par notre cerveau. J'aurais pu citer Nietzsche aussi, qui dit que tout n'est qu'interprétation d'interprétation. Tout le monde pense affirmer quel est le fait, le réel, mais c'est vraiment un excès de pouvoir. Alors, si on va un peu plus loin, pour bien comprendre la base de cette rupture, bien on remonte à Pythagore qui dit que tout est nombre. Autrement dit, le monde serait en réalité totalement numérique. Ça rejoint l'affirmation d'Heisenberg, le grand spécialiste de la physique quantique, et qui dit que le monde n'est analogique que dans notre cerveau, c'est-à-dire que le monde est en image que dans notre cerveau. En dehors de ça, c'est que des 1 et des 0, c'est que des bits. Les organes des sens sont donc des convertisseurs numériques analogiques, c'est pour ça qu'on ne s'en aperçoit pas, parce que tous nos 5 sens reçoivent des 1 et des 0 et les transforment en images. Images sonores, images visuelles, etc. Donc ça explique pourquoi on peut être loin de la réalité. Un cerveau qui par ailleurs fuit le réel. Alors là aussi, bon, je reviens toujours à l'image de la caverne de Platon. Les hommes étaient enfermés, ils avaient quelque chose sous les yeux, mais ils préféraient regarder les formes douces et simples des ombres chinoises plutôt que la réalité crue et nue. Autrement dit, comme le réel n'est pas toujours très favorable, eh bien, on a tendance à vouloir le fuir. Donc un cerveau qui n'est pas que rationnel, en plus, comme je vous l'ai dit, en fait, d'après MacLean, on a 3 cerveaux, un cerveau des instincts, un cerveau des émotions et un cerveau de la raison. Et donc l'étage limbique, l'étage des émotions est en permanence aujourd'hui sollicité. On est toujours, comment dirais-je, sollicité sur l'angle des émotions, parce que les émotions, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, de nous rassembler, de nous lier. Seulement, cette émotion écarte de la raison et de l'esprit critique. Autrement dit, l'émotionnel inhibe le rationnel. Donc, cette émotion, en fait, elle va tendre à nous faire régresser à des situations affectives, c'est-à-dire à nous cantonner dans l'immaturité. Une immaturité qui fait qu'on recherche ce qui est beau, ce qui est bon, rechercher des idées simples, rechercher la magie et l'extraordinaire. Voilà pourquoi beaucoup de manipulations sont efficaces. Et donc là aussi je cite Eric Rofaste qui était avant
à Jean Jaurès, à l'université Jean Jaurès, et qui parle de raisonnement heuristique, c'est-à-dire que quand on a une question, qu'il faut répondre à cette question, eh bien on a tendance à la simplifier pour pouvoir trouver une réponse facile. Et donc la rapidité nous conforte dans l'heuristique, ce qui fait qu'on passe à côté de la rationalité, encore une fois. Et donc j'avais dit tout à l'heure que je reciterai David Kahneman, et qui dit que l'humain est manipulable du fait de ses biais cognitifs. Notre cerveau fonctionne très mal. Bon là, j'ai pas le temps, mais j'aurais pu vous donner tout un tas d'exemples de situations dans lesquelles on prend le cerveau en défaut. Et croyez-moi, j'ai fait l'expérience même avec des étudiants de l'ISAE, c'est-à-dire Matsu Matspé, ils se sont fait prendre comme les autres. Et donc certains ont compris que la meilleure façon d'exploiter les autres, c'est de les pousser à la régression. Si on exploite leurs tendances archaïques, moindre effort, le refus des connaissances, on rend les autres bien sûr manipulables et moins compétitifs. Comme je dis, qui peut se déclarer prêt à accepter l'effort, la douleur, le travail et la difficulté? Mais il faut se dire aussi qu'il y en a qui essayent de lutter contre la manipulation. Seulement la police de la pensée participe aussi à la manipulation. Et de la manipulation. Donc on a tendance à croire que le progrès est bon en soi, que toutes les nouvelles technologies vont nous aider, etc., etc. C'est pas évident puisque ça développe surtout la complexité des choses. Et qui dit complexité dit en même temps aspect positif comme aspect négatif. Donc voilà la conséquence qui est grave, c'est que la manipulation compromet le rapport au réel de chacun. C'est comme si on vivait dans un monde avec les yeux bandés et qu'il fallait avancer. Et donc, ça compromet aussi l'organisation démocratique de tous. Voilà où est le risque et le danger, bien sûr, de ces manipulations. Donc, est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr, comme toujours, je vais dire que c'est l'éducation qui peut permettre de se défaire de ces manipulations, basé sur un fort esprit critique, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que aujourd'hui il y a une véritable fracture sociale. On parle souvent d'inégalité monétaire. En réalité, la plus grande inégalité aujourd'hui se situe dans l'écart des représentations, que je dis pour ne pas parler des écarts de compréhension. Donc, théoriquement, on a vu que les manipulations sociales devraient avoir un rôle de rassemblement, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que notre société est plutôt divisée, ce qui veut dire que c'est pas les manipulations sociales qui sont les plus efficaces, mais c'est celles qui touchent, comme on a dit, le tribalisme numérique, c'est-à-dire les manipulations privées qui sont discriminantes et qui nous écartent les uns des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. J'espère vous avoir manipulé favorablement.